La troisième partie du Grand Journal, merci d'être avec nous en ce début d'après-midi. Place maintenant à l'invité de cette édition. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez été élu député hier soir de la 14e circonscription de Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale, sous les couleurs du mouvement Ensemble. Victoire nette avec 53,23% des suffrages exprimés face au candidat LR et maire du 16e arrondissement Francis Szpiner. J'imagine que le soulagement a été important hier soir. On a eu effectivement une campagne très active sur le terrain, beaucoup de travail ces dernières semaines. C'était votre première campagne. C'était ma première campagne en tant que candidat pour aller chercher les électeurs. Donc soulagement, beaucoup de reconnaissance vis-à-vis des électeurs qui ont fait confiance, vis-à-vis des équipes aussi qui ont beaucoup travaillé, beaucoup d'honneur et d'émotion, mais aussi d'humilité, de gravité, parce que c'est dans un contexte national difficile, dont il faudra tirer aussi les conséquences. J'étais à l'Assemblée nationale ce matin avec des collègues pour commencer tout de suite à se mettre au travail. Alors à Paris, l'Alliance présidentielle est parvenue à limiter la casse avec l'élection de 9 députés sur 18, même score côté NUPES. Ça correspond finalement à la sociologie électorale de Paris, mais aussi à un fait politique dans la capitale, celui du remplacement de LR par les forces macronistes. Oui, et au fond, sur les valeurs que j'ai portées et que certains de mes collègues aussi ont portées dans cette campagne à Paris, le libéralisme économique, l'Europe, l'autorité de l'État sur les questions régaliennes. Je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs qui viennent de la droite ou du centre-droit qui sont reconnus dans le message qu'on a porté et qu'on veut incarner dans la majorité. Laetitia Krupa ou David, une première question ? Est-ce que vous serez prêt donc à gouverner avec Emmanuel Macron ? C'est ce qu'on comprend aujourd'hui ? Évidemment, c'est notre objectif de gouverner avec le président de la République dans les 5 prochaines années. Est-ce qu'il aura les moyens ? Les moyens, voilà, c'est ça. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'il sera en capacité de... On est dans une situation qui est assez inédite. On a beaucoup de forces politiques qui sont représentées. Je crois que ça représente aussi la diversité politique aujourd'hui du pays. Il faudra négocier, il faudra travailler, il faudra trouver une culture de compromis sur chaque texte, sur chaque projet. Alors ce matin, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a parlé d'une tâche difficile. Hier soir, le chef du parti LR, Christian Jacob, avait été clair. Le LR, les Républicains, restera un parti d'opposition. Comment vous allez vous débrouiller avec cette donnée qui semble pour l'instant insoluble ? Je crois qu'il faudra être beaucoup plus constructif dans l'intérêt de tous les Français, dans l'intérêt du pays. Beaucoup de pays y arrivent, des cultures de compromis avec différentes parties qui sont représentées. Donc il faudra travailler avec LR, il faudra travailler sur chaque texte ou en amont, dès le début, dès les prochains jours ? Il faudra voir la façon dont on fait ça, mais je pense, moi je ne crois pas du tout à des logiques de débauchage individuel ou de position des uns et des autres sur les textes, sur les projets. Nous, il faudra être le plus large, le plus inclusif possible sur nos projets pour travailler pour les Français. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le résultat et votre analyse. Le président, il faut le constater, subit un échec monumental et se trouve aujourd'hui il est le chef de l'État qui dispose de la plus faible assise parlementaire de toute l'histoire de la Ve République. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous expliquez cette sanction assez sévère ? C'est la campagne, c'est l'absence de projet clair, c'est le flou qui entourait la direction vers laquelle il souhaitait emmener le pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, c'est un second mandat, c'est une situation assez inédite. C'est le premier président à être réélu en 20 ans. Et puis, en fait, c'était le premier président avec une majorité sortante qui est réélue depuis le général de Gaulle. Donc, hors cohabitation, effectivement. Donc, on savait qu'on était dans une situation un peu nouvelle. Mais je crois surtout que ça représente, au fond, aussi les forces politiques du pays. Jérôme Fourquet avait écrit son livre sur l'archipel français. On a beaucoup de forces politiques. On entend une demande de représentativité, il y a ce débat sur la proportionnelle depuis des années. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui, je crois, représente beaucoup de force. Il faut en tenir compte. Il faut, nous, être humbles devant ce résultat et travailler avec tous. Et justement, par rapport aux questions de Steve tout à l'heure, est-ce que vous estimez que travailler avec tous, c'est une possibilité dans la mesure où la méthode d'Emmanuel Macron, depuis 2017, n'a pas du tout été celle-là et qu'on a souvent critiqué pour son aspect jupitérien, sa volonté de passer par-dessus les oppositions, les corps intermédiaires, les syndicats, etc. Est-ce que Macron sera capable de travailler ainsi ? Mais c'est comme ça qu'on va travailler effectivement les prochaines années. C'est pas comme ça que vous avez travaillé jusqu'ici ? Évidemment, quand on a une majorité absolue, on ne travaille pas de la même façon que dans la situation dans laquelle on va être. Oui. Vous avez eu un mot du chef de l'État ou d'Elisabeth Borne ? Oui, j'ai eu un mot.
félicitations. De félicitations. D'accord. Benjamin Datte, quelle est la part de responsabilité d'Emmanuel Macron, à la fois dans cette tripartition de l'espace politique, mais aussi dans la montée des extrêmes, à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite, avec un score historique hier soir pour le Rassemblement national? Mais vous savez, le Rassemblement national, l'extrême droite, était déjà à son plus haut historique en France avant l'arrivée d'Emmanuel Macron sur la scène politique française. Il faut quand même le rappeler, en 2014, je me rappelle, Emmanuel Macron, à ma connaissance, n'était pas encore ministre. Le Rassemblement national, le Front national à l'époque, gagnait les élections européennes. L'émergence du mouvement En Marche était la conséquence, le symptôme de l'émergence des extrêmes et de l'incapacité des partis politiques traditionnels à gauche et à droite à y répondre et à avoir une offre politique claire. Et donc à ces c'est un échec, vu les résultats d'hier soir de Marine Le Pen? Mais en tout cas, c'est certain que ça doit nous interpeller, qu'il reste encore énormément de travail à faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a encore un projet, du travail à faire pour les 5 prochaines années. Comment on répond à cette crainte, notamment sur le pouvoir d'achat d'une partie des Français qui ne suivent plus du tout le président de la République? Il y a une crainte effectivement sur le pouvoir d'achat. Il faut continuer à transformer, à réformer le pays sur le plan économique, à le préparer à tous les grands défis européens, les défis de la globalisation, de la transition écologique aussi, qui a été l'un des enjeux aussi de cette campagne présidentielle comme cette campagne législative, à atteindre le plein emploi. On a réussi à faire diminuer le chômage ces dernières années, mais il faut aller plus loin. On sort de 5 années très difficiles. On a eu des crises, les gilets jaunes, Covid. On est aujourd'hui en situation de guerre sur le continent européen. Les extrêmes montent dans beaucoup de pays européens ou aux États-Unis autour de nous. On est aussi dans une situation de fracture démocratique qui est aussi amplifiée par l'organisation de l'information, les réseaux sociaux. On le voit, et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu presque civilisationnel. Comment est-ce qu'on est capable de continuer à se parler? Comment est-ce qu'on est capable de continuer à créer un forum, un espace public, quand vous avez en fait une telle étanchéité entre citoyens qui parfois n'ont même plus accès au même type d'information. Donc il y a vraiment une réflexion, c'est celle qu'avait entamée d'ailleurs le président dans cette campagne, quand il a parlé du Conseil de refondation démocratique. On voit qu'il y a une réflexion, une action à mener sur la méthode, sur le mode de gouvernance, sur la façon d'inclure les citoyens, les associations, les entreprises, la société civile dans le fonctionnement démocratique. On a, en plus de la façon dont est représentée l'Assemblée nationale, on a une abstention historique, donc il faut aussi en tenir compte. Donc, et autant d'éléments sur lesquels il n'y a pas, je crois, aujourd'hui de réponse ferme, absolue. Il n'y a pas de réponse miracle, mais sur lesquels, effectivement, il faudra travailler avec tous dans les prochaines années. Benjamin Datte, vous êtes un expert de politique étrangère. Est-ce que Emmanuel Macron s'est trompé en se déplacement la semaine dernière, en pleine campagne de ce deuxième tour des législatives, notamment en Ukraine? Est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Et les chefs de l'État, évidemment, étaient dans son rôle. Les chefs de l'État étaient encore président de l'Union européenne. Il y est allé avec le chancelier allemand et le Premier ministre italien. C'était un message de solidarité très important vis-à-vis des Ukrainiens. Il est aussi allé voir nos troupes en Roumanie. La France prend ses responsabilités dans la réassurance de ses alliés. Donc je pense que c'est important d'envoyer ce message. Laetitia Krupa. Est-ce que vous connaissez la feuille de route d'Emmanuel Macron? On a une feuille de route, on va commencer déjà par le pouvoir d'achat. Je crois que c'est effectivement une priorité majeure et plancher, à mon avis, sur un texte assez rapidement. Il a dit aussi que la réforme des retraites pour pérenniser notre système de répartition, solidarité, sera aussi parmi les priorités. Et encore une fois, je crois que la transition écologique aussi, la Première ministre est en charge de la planification écologique, on en avait beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Et encore une fois, cette question de la refondation démocratique, sur la méthode, la gouvernance, je crois, est aussi fondamentale. Là, on a quand même l'impression, M. Haddad, que vous euphémisez la situation. Très clairement, disons-nous les choses. Une réforme des retraites, en l'état, elle ne pourra jamais passer avec cette Assemblée. Vous citiez la transition écologique, priorité du gouvernement. La ministre de la transition écologique a été sèchement battue par un membre de la NUPES en Essonne. Le conseil de la refondation que vous évoquez, le conseil qui était prévu, la réunion qui était prévue mercredi a été annulée. Très clairement, tous les plans tombent à l'eau, toutes les réformes tombent à l'eau. Vous ne pouvez pas faire comme si, là, ce matin, vous aviez eu une majorité absolue ou même relative un peu courte. Très clairement, il faut tout refonder, il faut tout réfléchir, tout remettre à plat. Le plan et les rares indications qu'avait donné M. Macron sur son programme pour le quinquennat sont aujourd'hui totalement obsolètes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire, effectivement. Vous faites comme si on va faire la réforme des retraites, on va faire la transition écologique. Vous avez remarqué que la ministre de la transition écologique avait été sèchement battue par le membre de la Premier ministre qui est en charge de la planification écologique. Est-ce qu'elle pourra rester, Elisabeth Borne, d'ailleurs? Est-ce qu'elle pourra rester première ministre? Attendez, je réponds d'abord à votre question. Ces enjeux
de la transition écologique, de la réforme des retraites, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Non, mais ils sont toujours là. Il faut toujours se battre pour l'avenir de notre pays. Donc effectivement, il faudra le faire en repensant la méthode, en travaillant avec toutes les forces politiques. Mais il faut. Mais personne ne la votera, cette réforme, monsieur Haddad. Mais il faut travailler pour l'intérêt des Français. Et ben, on travaillera avec chacun pour défendre l'intérêt des Français. Mais vous ne ferez jamais passer cette réforme. Enfin, je veux dire, la langue de bois, c'est très bien, on travaille avec les Français, mais je veux dire, vous ne ferez pas passer ces réformes. C'est mathématiquement, arithmétiquement, politiquement impossible. Mais moi, je crois qu'il faudra qu'on change la façon dont on gouverne, dont on travaille avec les différents partis. Il faudra qu'on soit constructif, il faudra qu'on crée des coalitions par projet. Effectivement, ça va être difficile. Il y a un défi important qui est devant nous, mais ça fait partie de l'engagement politique. Et Madame Borne, elle peut rester Première ministre ? Bien sûr, elle est Premier ministre, c'est la chef de notre majorité. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été avec nous. Merci également à vous Laetitia Krupa et à vous David Rovodalon pour ces analyses à retrouver en podcast sur radioj.fr. À suivre la semaine israélienne d'Ilan Greilsheimer.